D'abord, je vous remercie d'être venus si nombreux. J'enlève ça parce que je parle. Je suis Olivier Bianchi, je suis maire de Clermont-Ferrand, mais surtout je suis ici comme secrétaire national à la culture avec une partie de l'équipe, puisque Sylvie Robert est aussi secrétaire nationale. Sylvie est sénatrice en Bretagne. Je ne sais pas si elle est dans le coin. Et Clément Sapin qui est là, qui est délégué national sur ces questions aussi, qui nous m'aide avec une petite équipe à animer les choses, et notamment ce que nous avons fait cette année qui, pour moi, a été un moment important, c'est que nous avons animé pendant toute la période Covid une réunion mensuelle, hein, Clément, avec l'ensemble de nos homologues secrétaires nationaux à la culture de tous les partis de gauche, sauf la France Insoumise qui avait été invitée mais qui avait refusé de venir, pour tout dire. Enfin, tous les autres étaient là, et Parti communiste, Parti radical de gauche, les écologistes, et pendant 8 mois, nous avons eu une réunion tous les mois où on a débattu et vérifié à la fois ce qu'étaient nos points d'accord et nos nuances sur les questions culturelles. C'était assez intéressant, et ça a occupé la période où on pouvait faire ça grâce aux visioconférences. Mais aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter avec nos 4 invités, je vais donc vous les présenter rapidement, c'est la question de, au fond, quelles sont les conséquences, quelles sont les incidences de cette crise Covid sur l'art et la culture. Et évidemment, comment imaginer, comment penser la question de la relance d'une vie artistique et d'une vie culturelle, à la fois dans les institutions, dans les territoires, dans l'industrie culturelle. C'est pour ça que vous avez un panel d'invités qui vont pouvoir justement aborder les différentes échelles où cette question se pose. Je voudrais tout de suite vous dire que pour moi, en tout cas, on verra comment les invités vont aborder la question. Le sujet n'est pas tant de savoir comment va se dérouler de façon opérationnelle la reprise de l'activité. Certes, on pourra l'évoquer, mais plus que la question du pass sanitaire, de l'organisation technique, de ce que j'aimerais que ce débat puisse nous permettre de poser, c'est les changements structurels, les changements peut-être philosophiques, peut-être éthiques, les mutations aussi des comportements. On a constaté par exemple à Clermont-Ferrand, mais je pense que partout ailleurs, une reprise quand même très modérée du spectacle vivant par exemple, et notamment des musiques actuelles. Certaines formes de pratiques sont un peu contraires avec les contraintes. Et puis comme dans le spectacle vivant, il faut aller gagner des publics, c'est un combat qu'on mène depuis des années, il y a eu un petit coup d'arrêt. Et donc on constate une reprise qui peut paraître plus modeste. Donc voilà, le sujet est plus de l'ordre, je dirais, des mutations structurantes, peut-être sociétales, et donc de comportements et de demandes culturelles. C'est ça que nous allons aborder. Alors nous allons l'aborder dans l'ordre avec Karine Gloanec-Morin, qui a été vice-présidente évidemment à la culture, qui a occupé des fonctions nationales importantes sur ces questions, et qui aujourd'hui est la présidente du campus de Blois. Et donc je vais lui laisser la parole en premier. Je vais présenter tout le monde, mais elle pourra comme ça poser au fond les termes de nos échanges. Ensuite, parce qu'on fera, j'ai appris ça dans les réunions vertes, fermeture éclair, un homme, une femme, un homme, une flamme. C'est ce que nous avons découvert dans nos réunions interparties. Donc j'ai adopté la formule fermeture éclair, que je trouve extrêmement misogyne, parce que visiblement, j'ai toujours pas compris si la fermeture était fermée quand c'était les hommes ou quand... Enfin bon. Mais enfin, moi, on m'a fait une leçon, on m'a dit, ah maintenant on fait des réunions que fermeture éclair, quand un homme a parlé, une femme a parlé, donc doit parler. Bon, donc nous passerons ensuite à Bruno Lobé, directeur du Manège, directeur de la scène nationale de Reims, mais qui est surtout là comme vice-président du Syndéac, et qui pourra nous dire aussi comment les professionnels du monde culturel anticipent ou envisagent, ou quelles perspectives et quelles attentes ils peuvent avoir des pouvoirs publics aussi sur ces questions. Ensuite, Claire Fita, qui est vice-présidente culture et notamment patrimoine, langue régionale de la région Occitanie. Je la félicite, elle et sa présidente, pour leurs magnifiques résultats et leur très belle campagne. Et donc Claire nous présentera peut-être ces questions traitées à l'échelle d'un territoire régional, quelles sont les interrogations. Et enfin, on ne le présente plus parce que sinon, une heure de séquence serait utile pour rappeler son pédigré. Je ne le rappelle pas, mais Jacques Renard, qui est surtout aujourd'hui directeur délégué d'un nouveau think tank culturel qui s'appelle Think Culture, qui a travaillé au ministère évidemment, qui a été une figure importante des politiques publiques culturelles au niveau national, viendra là à la fois pour poser peut-être la question, tu disais, de l'industrie, de la communication, etc., mais aussi peut-être pour prendre une synthèse un peu stratégique de ce qu'auront dit nos précédents intervenants. Voilà, j'en dis pas plus.
Et je laisse tout de suite la parole à Karine Gloanec-Morin. Bonjour à tous et à toutes. C'est important, c'est vrai que nous ayons un moment consacré à la dimension culturelle lors de ces universités d'été, parce que j'en ai eu la remarque, et par Clément, mais par d'autres militants, mais dans l'élaboration où nous en sommes du projet, la dimension culture n'est pas vraiment présente, donc il va falloir que nous tous, mais c'est normal, non, c'est jamais normal, parce qu'on porte vraiment au Parti socialiste vraiment ces questions avec force, et peut-être tellement forte que ça paraît une évidence, et que du coup on oublie qu'il y a un axe important à inscrire dans la perspective du projet, dans la perspective des présidentielles, évidemment. Et donc, c'était important d'avoir ce moment, et c'était important, et merci Olivier, c'est vrai, d'avoir proposé cette réflexion autour de l'après-Covid, parce que vous l'avez vu, le secteur culturel, tout le domaine culturel, ça a commencé par les librairies, puis après ça a atteint tout le domaine culturel, a été fortement impacté par la pandémie et par l'arrêt brutal, surtout, de nos activités. Alors, Olivier l'a dit en introduction, c'est vrai qu'on a vu tout de suite les répercussions inquiétantes sur les pratiques culturelles, à la fois inquiétantes et réjouissantes, mais ça sera peut-être dit par les uns et les autres, à la fois la créativité qu'on a vue tout de suite pendant le confinement, avec le numérique, des artistes qui se sont emparés des outils, ils s'en étaient déjà emparés, mais qui ont renforcé leur expression à travers les outils numériques, et qui n'ont pas cessé de dire on est là et on fait et on existe aussi artistiquement, même pendant cette période où on est confinés les uns chez les autres. Il y a eu de très belles propositions artistiques, tant sur la danse que la musique, et puis des captations théâtrales qui ont été très intéressantes, et d'autres dimensions. Donc ça, bien sûr, on peut regarder cette dimension comme quelque chose d'intéressant, mais comme d'ailleurs tout ce que cette crise permet de mettre en perspective. Mais par ailleurs, et c'est pour cette raison que c'est bien d'être accompagné par des gens de terrain, par quelqu'un du Syndéac, Clément peut-être nous dira un petit mot, parce que Clément est aussi un professionnel du spectacle vivant et de la musique classique. Et donc, les uns et les autres, on se dise, mais il n'y a pas seulement la crise, il n'y a pas seulement une reprise difficile, c'est vrai, avec des fréquentations dans le spectacle vivant qui sont moins importantes. Dans le cinéma, ça vient d'être dit aussi, à la reprise là, du mois de juillet, vraiment les programmateurs de cinéma et les cinéastes étaient très crispés, parce que le public ne revenait pas aussi fortement dans les salles. Et donc, toutes ces questions, bien sûr, il faut les aborder. Mais plus encore, on n'a qu'une heure et quart, mais c'est bien qu'on puisse quand même, plus encore, il faut s'interroger sur la manière dont l'économie de la culture peut être interrogée au regard de cette crise, parce que c'est une économie qui est bien sûr soutenue par l'argent public très, très fortement pour certains, mais qui ne l'est pas pour d'autres, et que cette économie, on voit qu'elle peut être vite fragilisée, et surtout dans l'emploi culturel, non pas dans les structures nationales ou des structures subventionnées, mais dans le privé, et surtout dans le secteur des artistes indépendants, qui, malgré toutes les aides, on ne peut pas dire que là, il n'y a pas eu des aides mises en place, malgré toutes les aides, c'est vrai, ont été les premières victimes de cette pandémie. Donc voilà les bases et la raison pour laquelle, c'est vrai, on s'est dit il faut s'interroger. Moi, je voulais juste faire un témoignage. Ma dernière fonction professionnelle, c'était à l'inspection générale des affaires culturelles du ministère de la Culture, et mon dernier rapport que j'ai fait là en mars, c'était sur la manière dont le plan de relance culture était mis en place par les directions régionales des affaires culturelles. Je vous raconte ça parce que c'est vraiment intéressant, au moment où on peut se dire comment on imagine la suite ou
les perspectives pour une belle politique culturelle qui soit adaptée aujourd'hui à ce que nos concitoyens demandent, de participation, d'émancipation, d'accompagnement à la curiosité, eh bien, les services de l'État en région, on les a vus, puisque du coup, ça m'a permis de vraiment d'interroger. Il y avait bien sûr une drague témoin, mais on a pu interroger tout le monde. En fait, aujourd'hui, les services de l'État en région sont exsangues. Ils n'ont plus les moyens d'accompagner réellement, correctement, les acteurs culturels ou même les élus sur les territoires. Et peut-être qu'on pourra en reparler les uns et les autres. Si bien que, en fait, nous nous sommes interrogés avec mes collègues inspecteurs en nous disant mais pourquoi, comment se fait-il que des directions qui ont accompagné vraiment des années et des années de développement culturel sur les territoires et sur comment ces services sont aujourd'hui tétanisés dès qu'on leur demande une dimension supplémentaire. Eh bien, tout simplement, je crois qu'on paye aujourd'hui, mais dans les services de l'État de manière générale aussi, la RGPP de 2010, qui a réduit énormément le nombre de fonctionnaires d'État et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des répercussions dramatiques. Et donc, dans cette réflexion pour mettre en perspective l'accompagnement de politique culturelle sur les territoires ou d'un projet culturel pour une phase à venir, eh bien, je pense que cette dimension d'accompagnement de l'État abîmée aujourd'hui, réduite aujourd'hui, il faut que nous la prenions en compte pour qu'on puisse, avec les professionnels, avec les élus, avec les gens de communication, comme tu l'es aujourd'hui, Jacques, qu'on puisse à la fois peut-être interpeller l'État, bien sûr, et dans une perspective de projet présidentiel, il faut le faire, mais aussi s'interpeller les uns les autres pour pouvoir répondre à cette modification vraiment qui ne permet plus vraiment d'imaginer, de développer des politiques importantes. Donc voilà. C'était la dimension que je voulais apporter pour ouvrir le débat. Bien sûr, ça n'apporte pas de réponse immédiate, mais ça permet de comprendre pourquoi ces mécanismes, dès qu'ils sont fragilisés, ils se bloquent, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas, même si les services des conseils régionaux sont efficaces aux côtés de l'État, même si dans les collectivités territoriales, on a mis en place, et Olivier le premier, des services culturels et des directions culturelles qui accompagnent nos acteurs. L'État accompagnant les artistes et les professionnels de la culture, c'est important pour toutes les dimensions. Je ne parle pas seulement du spectacle vivant, mais patrimoine, bibliothèque, lecture publique, cinéma. Toutes ces dimensions, elles sont bloquées aujourd'hui. Voilà, peut-être j'ouvre ça à votre... à mettre en débat, et je passe la parole peut-être à Bruno. Et moi j'ai mon micro, et c'est moi qui fais l'homme. Alors, c'était parfaite, j'ai essayé de l'être autant, mais même si moi j'ai besoin d'un papier en fait. Du coup, au sein d'EAC, avant la crise, on avait commencé à faire quelques constats et on avait commencé à travailler par atelier. L'idée était de faire des propositions aux candidats à la présidence de la République, des propositions très concrètes. Et du coup, on a commencé à regarder les constats. Et évidemment, la crise sanitaire a modifié notre manière de travailler et nous a poussé un peu à avancer rapidement. Dans les constats qu'on avait faits et qui ont été vraiment démultipliés par la crise sanitaire, il y avait la question de c'est bizarre d'entendre l'incompréhension qu'on pouvait avoir entre les politiques et notre secteur, qui peut-être des fois notre secteur était mal compris, et ça venait très certainement aussi de notre fait, et qui a donné des tensions extrêmement fortes de déconsidération et qui a d'ailleurs abouti
abouti dans certains endroits à la perte de scènes conventionnées d'intérêt national qui portaient des grands projets vis-à-vis des artistes et vis-à-vis de la population, mais moins visibles peut-être qu'un projet privé qu'on dirait plus populaire. Donc il y a eu vraiment dans les 2 ans qui sont passés pas mal d'affaires de ce type. Et cette déconsidération, du coup, on l'a senti aussi pendant le Covid sur la question de la réouverture. On a été, c'est très bizarre, on a été traité de manière extrêmement complexe. On parlait beaucoup de yo-yo, en tout cas sur les réouvertures. Le pire a été le 15 décembre, où il devait y avoir une réouverture sous conditions. On était à fond. Nous, par exemple, à Reims, on avait organisé en 2 jours une soirée qui s'appelait Opening. Et voilà. Et donc, comme vous le savez, ça ne s'est pas fait. Donc, cette déconsidération nous a beaucoup posé de soucis et nous a interrogés, nous aussi, dans la manière de parler et aux politiques et au public. Il y a aussi la question, si on veut, en effet, quand on parle de relance, si on veut retrouver des moyens, la question de l'organisation des financements. On fait partie d'un service public, vraiment ça on l'affirme, le service public des arts et de la culture. D'ailleurs, en discutant, on est parti de l'hypothèse que nos 2 groupes d'usagers du service public, c'était et le public et les artistes. Et à partir de services publics qui œuvrent, on va dire, sur la cohésion sociale, comment on arrive à travailler ensemble, pas uniquement avec le ministère de la Culture, pas uniquement avec les services de la culture des villes, mais aussi avec l'ensemble des gens qui œuvrent sur la cohésion sociale. Donc l'idée, par exemple, à laquelle on travaille, c'est l'interministérialité. On se rend compte que quand on a des projets d'éducation artistique culturelle avec des prisons ou avec des établissements pénitentiaires ou avec des hôpitaux, etc. Au Manège, je crois qu'on fait à peu près 30 demandes de subventions par saison, 30 à 40 demandes de subventions par saison, sur des projets, au fond, qui vont tous dans le même sens, qui utilisent notre savoir-faire, et en fait, sur des critères et des cases qui nous empêchent d'être dans l'expérimentation, dans la créativité, et de mettre vraiment notre énergie au service de projets situés vraiment en lien avec le territoire. Voilà. Sur la gouvernance aussi. Donc je parlais de l'interministérialité. Il y a aussi la question, et Karine le disait, c'est une réalité, la question de la perte de possibilités de l'État déconcentré. Karine le disait extrêmement bien. Aujourd'hui, en plus, les grandes régions ont vraiment aggravé la situation. Plus personne ne peut, dans les services, notamment des DRAC, ne peut s'occuper correctement de la politique culturelle nationale qui devrait pouvoir exister au niveau territorial, même si au niveau territorial, elle doit être adaptée évidemment à chaque territoire. Et en effet, sur le plan de relance, il n'était pas rare d'être appelé le vendredi pour le lundi déposer un projet pour être sûr de pouvoir avoir quelques sous. En termes d'utilisation de l'argent public, c'est pas du tout du fait des agents de l'État qui vraiment étaient à leur maximum, mais c'est plutôt en effet l'organisation, quels moyens en ressources humaines et en moyens financiers est donné aux services déconcentrés de l'État. Sur la relation entre les acteurs culturels, les collectivités locales et l'État, là, la loi est passée qui oblige maintenant, qui contraint, pardon, obliger c'est pas très joli, qui contraint en tout cas chaque région à installer un COREPS dans sa région. Bon. Pourquoi pas? Après, on voit dans ce qui est en train de se monter, en fait, des disparités d'efficacité de ces COREPS. Les COREPS, je ne sais pas si vous le savez tous, mais c'est ces espaces où sont les professionnels de la culture, les syndicats et évidemment les élus et aussi l'État, et qui réfléchissent ensemble à une politique cohérente de la culture sur un territoire. Il y a plein de régions aujourd'hui où ça n'existe pas, donc c'est en train d'exister dans des fonctionnements plus ou moins efficaces. Je ne sais pas si... Pas ici et c'est mis en place normalement par les DRAC et les régions peuvent prendre le relais sur ces COREPS, mais par exemple ici en région Centre-Val de Loire, la DRAC n'a pas mis en place les COREPS. Ah bah oui, ah ouais, non, mais là l'Occitanie.
Voilà. Par contre, dans le Grand Est, non, ça n'existe pas encore. Il y a pareil, hein, on est très, très bon là-dessus, des millefeuilles. Il y a les CTC, les conseils territoriaux pour la culture, dans lesquels il n'y a pas les professionnels. Enfin, il y a tout à repenser pour qu'il y ait des espaces assez efficaces, mais assez libres de parole, dans lesquels pourraient se regrouper l'État, les collectivités locales et les professionnels de la culture. Ensuite, on sait qu'il ne va pas y avoir une augmentation rapide, très forte des budgets de la culture, peu importe dans quel endroit où on se situera. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des élus, mais attention à 2023. On entend de l'État qu'il va y avoir sur le budget de la culture vraiment des gros soucis en 2023. Une histoire d'établissements nationaux, de déficit, de choses qui va nous tomber dessus. En tout cas, nous, par exemple, les scènes labellisées ou conventionnés, et ne parlons pas des équipes artistiques. Voilà, fermons la parenthèse. Dans les moyens qui existent aujourd'hui, alors ça dépend qui est le on, hein, en fait. Je ne sais pas, on verra bien. Oui, c'est Bercy qui sera au pouvoir. C'est bien ce qui lui fait peur, peut-être. Évidemment. Voilà, je reprends le fil. Les financements, donc, ils vont pas exploser, c'est clair. Par contre, dans l'organisation des financements, il y a un vrai travail à faire pour que globalement l'écosystème de la culture puisse fonctionner de bonne manière. On le voit. On signe tous des conventions pluriannuelles d'objectifs, on dit plus et de moyens hélas, et dans ces conventions pluriannuelles, il n'y a pas assez de cadres qui permettraient que les montants alloués par les collectivités locales et l'État soient mieux organisés pour faire vivre l'écosystème. On le voit dans l'écoproduction, je ne sais pas si ça vous parle, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation dans les lieux et dans les scènes conventionnées, et du coup, la marge aléatoire, non, c'est pas comment on dit ça là ? Ouais, genre. Donc c'est la marge artistique en fait qui en pâtit le plus. C'est dans la marge artistique qui comprend et l'éducation artistique culturelle et la programmation et la coproduction. L'argent qui disparaît, c'est l'argent de coproduction. L'argent de coproduction, elle sert juste à faire des œuvres d'aujourd'hui et on espère qu'ils existeront encore demain. Donc on voit qu'aujourd'hui, les œuvres qui sont en train de créer, surtout dans les disciplines les plus fragiles, que sont la danse, le cirque et la marionnette, que tu connais très bien, les œuvres sont de plus en plus minimalistes. Mais ce n'est pas du tout une envie des artistes de créer des œuvres minimalistes, c'est qu'ils n'ont plus la capacité que de faire ça. Aujourd'hui, les montants moyens de coproduction sont de plus en plus ridicules. Maintenant, là où il fallait avant avoir 4-5 coproducteurs, on en est à 15 coproducteurs, et des gens se disent coproducteurs avec 2 000 € sur un budget de création de 80 000 €. Est-ce que ça va encore ? L'autre chose aussi sur laquelle il va falloir travailler pour la relance, c'est la parité homme-femme. Au Syndeac, on a lancé une étude qui va bientôt sortir avec des chiffres, on espère, assez clairs. Là aussi, la crise, il semblerait, mais ça c'est très empirique, il semblerait que la crise ait plus touché les équipes artistiques portés ou des projets artistiques portés par des femmes. Alors ça, c'est ce qu'on entend en tout cas au syndicat. C'est vraiment à creuser. Et de toute façon, on a encore du retard dans notre secteur, énormément de retard. Les nominations qui viennent d'arriver, qui existent aujourd'hui, on voit par exemple les centres chorégraphiques nationaux où avant il y avait une parité. Le nombre de femmes aujourd'hui seules qui dirigent un centre chorégraphique national, je ne sais plus sur 19, c'est 3 ou 4, quoi. C'est un peu problématique. Pour en revenir aux compagnies, là aussi on travaille beaucoup avec les compagnies pour la relance, parce qu'autant nous on a été extrêmement aidés financièrement pendant la crise, hein, enfin justement aidés pendant la crise, aussi bien les aides transversales, chômage partiel, activité partielle, mais aussi des aides spécifiques, on parlait de la relance. Et donc vraiment, ça nous a permis de rester là et aussi de reverser beaucoup d'argent d'ailleurs aux équipes artistiques. Les équipes artistiques ont aussi été aidées. Les lieux, la plupart d'entre eux ont joué le jeu et ont payé les cachets. Ils ont aussi pu bénéficier du chômage partiel. Mais on ne se rend pas compte encore des dégâts que la crise va faire et a déjà fait dans les équipes artistiques. Il y a des créations dont on entendait qu'elle allait arriver et dont on n'entend plus du tout parler. Donc il y a plein de choses en fait qui auraient dû exister. Donc on ne sait pas quelles elles sont parce qu'elles n'ont pas existé.
mais aussi dans tous les reports qui vont arriver là. La question de la diffusion dans les années à venir, ça va être assez catastrophique pour les équipes artistiques. Il va falloir vraiment les accompagner par deux manières. La première, c'est de les autonomiser, qu'elles ne soient pas toujours obligées de passer par des lieux, mais qu'elles puissent aussi s'installer sur un territoire et porter des projets de territoire extrêmement forts, et surtout sur un temps long, et avec une juste rémunération. Aujourd'hui, la moyenne de rémunération d'un artiste-auteur, par exemple, dans le spectacle vivant, 45 ans, qui travaille 6 jours sur 7 et qui est souvent très diplômé, on est très très proche des minima sociaux. Je parle dans le spectacle vivant contemporain, évidemment. Sur les financements, eh bien, écoutez, je crois que je vous ai dit, en tout cas, on parlait tout à l'heure des millefeuilles, on parlait des 40 demandes de subventions à faire. Je crois que ce qui serait bien maintenant sur l'expérimentation et sur le financement des projets, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais qu'un projet soit vu globalement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que la programmation, qu'il n'y ait pas que le plateau, mais que l'ensemble du projet, plutôt que de faire des demandes spécifiques, que l'ensemble du projet vers le public, vers l'action culturelle, soit pris en compte et financé à l'année, et qu'on ne soit pas obligé de réfléchir à chaque fois sur quel dossier on va faire, est-ce qu'on va l'avoir ou pas. Ça nous met, nous et surtout nos partenaires des quartiers prioritaires avec lesquels on travaille, etc., dans des situations un peu complexes. Et surtout, on met beaucoup d'argent dans la programmation, beaucoup d'argent sur le plateau. Et je pense, et moi le premier peut-être, on ne met pas assez d'argent dans le travail qu'on pourrait faire à côté, dans quelque chose de bien plus ambitieux vers les territoires qu'on fait aujourd'hui. C'est certainement de notre faute, donc il faut vraiment que nous aussi on se remette en question, mais c'est aussi de la manière dont on nous regarde et dont nos partenaires publics nous regardent et regardent aussi nos lieux. Des gros lieux des nouveaux lieux ont été construits, des paquebots, des superbes lieux, mais il faudrait aussi peut-être qu'il y ait des commandes publiques pour réfléchir un peu mieux à l'utilisation de ces lieux, à l'ouverture des lieux à d'autres choses, cinéma, bibliothèque, enfin, qu'on soit plus dans quelque chose d'ouvert où les gens puissent rentrer. L'intimidation des lieux, enfin, vous ne connaissez certainement pas le manège de Reims, mais c'est un lieu patrimonial qui est magnifique, et voilà, et très bien dirigé, et du coup, il est extrêmement intimidant. On voit les gens qui viennent avec les billets Culture du Cœur. On les reconnaît à l'entrée et c'est horrible. Tiens, j'en ai des frissons. C'est horrible parce que du coup, ils arrivent et ils regardent, ils connaissent pas le rituel d'une salle de spectacle. Donc, il y a un truc à rendre un peu plus certainement ces lieux-là, que les gens puissent se les accaparer. Pas forcément sur les propositions d'art contemporain, mais au moins y rentrer et au moins que ce soit un peu plus incarné, quoi. Voilà, ça c'est donc commande publique. Donc juste pour terminer, quand on voit les problèmes de fréquentation, et je ne parle pas des lieux pour le coup, je parle des bureaux de vote, on peut se dire qu'on a très très intérêt à travailler ensemble sur ces questions-ci, à ne pas se regarder bizarrement, et surtout avec l'ensemble des gens qui y travaillent. Nous, on adore travailler avec le ministère de l'Intérieur, on adore travailler avec l'ensemble des ministères, on voudrait plus travailler avec l'Éducation nationale, et je pense que là-dessus, on a un vrai travail à faire de vraiment refonder nos relations et de refonder les modes de financement. Et nous, on est prêt à le faire et vraiment à se remettre en question. C'est fini maintenant, les directeurs de scène nationale qui regardaient de haut aussi bien le public que des fois dans ces discussions avec les politiques en disant mais ils comprennent rien. C'est fini ces histoires-là. Et d'une, parce que... Non, mais vraiment, c'est très clair. Il faut vraiment que nous aussi, on change nos postures et qu'on soit plus à l'écoute et plus dans la co-construction et la co-réalisation. Voilà. Merci. C'est une bonne transition puisque... Tu as appelé de tes voeux une meilleure relation entre élus locaux et institutions culturelles, donc de voir un peu comment, au niveau d'un territoire, une vice-présidente régionale voit les choses. À toi, Claire. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous à Blois, parler de culture. Et je pense qu'il faut commencer par quelque chose où on sera tous d'accord, mais il faut le dire. La culture est essentielle. Nous n'avons aucun doute sur ce point-là.
Et ça ne vous étonnera pas non plus qu'en région Occitanie, la culture est au cœur de notre projet politique, au cœur de notre projet démocratique. On est bien dans ces valeurs, éducation, culture, et bien voilà, ce sont les piliers de la lutte contre les déterminismes sociaux, contre les inégalités, qui est au cœur de tout projet socialiste. Peut-être vous parler de ce que je connais le mieux, hein, c'est l'Occitanie, donc je n'aurai pas l'ambition d'avoir une vision sur tous les territoires, mais vous donner peut-être quelques chiffres pour que vous ayez une idée de ce que cela représente. En Occitanie, la culture, c'est 70 000 emplois, 10 000 entreprises. Vous voyez, on est à peu près 500 festivals par an. On a fait un sondage là régulièrement alimenté, donc ce n'est qu'un sondage qu'on extrapole et on est bien d'accord pour avoir une idée des effets de la crise sur nos acteurs culturels, bien sûr à affiner. On serait sur un déficit budgétaire de nos structures de l'ordre de 250 millions d'euros. Ça correspond à une perte de valeur ajoutée de plus de 25% par rapport à ce qui se pratiquait les années précédentes. Un besoin en trésorerie de plus de 200 millions d'euros. Donc vous voyez la fragilisation. Maintenant, quel est le cadre de notre réflexion, nous, en région, aujourd'hui, avant de passer aux pistes, peut-être à vous proposer, sur lesquelles, bien entendu, vous rebondirez peut-être pour qu'on puisse répondre à vos questions. Nous, le cadre de notre réflexion régionale, tu l'as dit, la réflexion, c'est la concertation. D'abord, c'est la première étape. Concertation avec les acteurs culturels. Nous, depuis février, on a lancé les Jeudis de la culture. On essaye de développer des initiatives pour se rencontrer, étoffer, densifier des relations. On se rendait compte que nos professionnels, ils ne se connaissaient pas forcément en région. Donc, ils avaient aussi besoin de se parler. Et donc, ces Jeudis de la culture, on a eu bien sûr la pause estivale. On va les poursuivre. On réfléchit à la gouvernance parce que c'est important de pérenniser en fait ces lieux d'échange. Donc ça, c'est le premier élément dans notre cadre de réflexion. En région Occitanie, peut-être vous aviez suivi, à l'automne 2020, nous avions réuni une convention citoyenne régionale. On a adopté déjà un plan régional et la dimension, bien entendu, culturelle était très présente. En 2020 aussi, nous avons adopté un pacte vert. Donc voilà, dans les nouveaux axes, il y a cette responsabilité sociétale, environnementale que nous devons collectivement assumer. Donc ça exige un changement de modèle de développement. La culture n'est pas exemptée de cette réflexion-là. Donc on intègre vraiment ces aspects-là. Et bien sûr, notre projet politique, on sort d'une période électorale. Donc on est sur des choses qui ne vous étonneront pas non plus, mais c'est important de le rappeler. La culture pour tous, émancipation individuelle, collective, partout. Et croyez-moi, en Occitanie, c'est un défi parce qu'on est 13 départements, presque 6 millions d'habitants. On n'a que 25% de la population qui habite dans nos métropoles. Donc, vous voyez, la différence, c'est ailleurs. Et plus de 50% en territoire rural. Donc, la ruralité, c'est vraiment notre identité en région Occitanie, avec toute sa diversité. Un projet politique aussi avec une action culturelle que nous allons tenter de simplifier. Ça résonne, j'entends bien les préoccupations parce que on a bien conscience de notre complexité et qu'il faut absolument, si on veut être plus accessible, plus utile, plus efficace, il faut qu'on arrive à être plus proche de nos acteurs et de nos usagers, et vraiment aussi un projet qu'on a voulu au plus proche de nos publics, mieux connaître nos publics, notamment dans l'aspect culturel. J'en viens à quelques axes, quelques pistes, bien sûr, à ancrer. On n'a pas encore délibéré officiellement sur notre nouveau projet culturel, notre plan stratégique, mais en tout cas, nos réflexions, là, elles sont nourries de tout ce que je vous ai dit précédemment. Et je voudrais évoquer avec vous juste deux axes. Le premier, le soutien aux acteurs culturels. Voilà. Le deuxième, la mobilisation des publics et des territoires. Sur le soutien aux acteurs culturels, tu l'as dit, il y a eu le temps de l'urgence. On a essayé de répondre, nous aussi, collectivité, à cette urgence, maintien des subventions, forfaitisation, que ça ait lieu, pas lieu, peu importe que les actions aient pu se dérouler ou pas. Et je pense que je voudrais m'attarder sur
une piste en particulier qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre et de laquelle on voudrait s'inspirer pour nos actions à venir, parce qu'on a eu un bon retour aussi des acteurs culturels, mais pas que. On a créé durant la crise, donc ça a commencé à partir de l'automne 2020, au-delà des accompagnements, donc de soutien, de maintien des subventions, etc., on a voulu tout de suite envisager la reprise. Comment nos acteurs, donc nous, on a abordé ça sous l'angle économique en général. On a appelé ça le fonds local. Bon, partout, voilà, chacun a son nom de dispositif. Et sur ce fonds local, nos acteurs culturels, on leur a dit de quoi avez-vous besoin en termes d'investissement, mais micro-investissement, ce n'est pas la définition de nos grands investissements structurants comme on devrait avoir dans une entreprise pour pouvoir justement... Non, des choses très simples, la digitalisation, la numérisation, mais pas forcément le matériel, les décors. Enfin voilà, on a essayé d'être au plus proche de leur création aussi. Et on a demandé au département de venir avec nous, aux intercommunalités de venir avec nous, de monter un seul dossier, donc l'association, parce que c'était quel que soit le statut, l'association, l'entreprise, elle monte son dossier, il n'y a qu'un seul instructeur, c'était la région qui instruisait pour tout le monde, tous ceux qui avaient financé dans ce fonds-là, et donc une réponse et qu'on a essayé d'avoir dans les 45 jours avec des délibérations on a tenté d'avoir le plus rapidement possible, c'est toujours pareil, on est toujours trop long, on en a bien conscience, mais voilà, la culture, donc les acteurs culturels s'en sont saisis immédiatement. Ça a été intéressant pour nous parce qu'on avait peur de manquer de proximité, vous voyez, dans le déploiement des outils qu'on voulait mettre à leur disposition. Ils ont réagi tout de suite. Et je pense que cette simplification et cet appel là au multi-partenariat, on est un pack, les collectivités, on a l'habitude de travailler ensemble et il me semble que pour la majorité, on est concerné par les difficultés que nos acteurs rencontrent. Ça a fonctionné. Là, on a eu, sur la région Occitanie, elle est grande, on a eu que 5 intercommunalités qui n'ont pas adhéré. Vous vous rendez compte, c'est rien du tout. Donc en fait, le pack des collectivités, il a su se créer. Donc pour l'instant, ce fonds local, on l'a mis en pause, ça s'est stoppé là, au 30 juin. Mais cette initiative, on est en train de réfléchir pour pouvoir la décupler. Ensuite, il faudra voir les priorités. Qu'est-ce qu'on peut soutenir pour accompagner encore cette reprise. Mais voilà, la simplification, la tentative d'améliorer notre efficacité pour soutenir nos acteurs culturels, c'est en tout cas notre volonté. On a déployé là aussi, là on a délibéré très récemment, un fonds anti-faillite. Il va y avoir de la casse, ça c'est clair, on la mesure pas. On ne mesure pas encore l'ampleur. Donc, quand il faudra rembourser les PGE, bien en fait, la région Occitanie, elle a créé un outil pour prendre le relais. Donc, ce seront des prêts à nouveau garantis. Bien sûr qu'il faudra étudier le cœur du projet, mais souvent, ce seront des acteurs qu'on connaît déjà, y compris culturels. On voit bien qu'on a déjà identifié quelques fragilités, en sachant qu'on a un comité de veille là qu'on a créé avec l'État, et ça se passe bien. Tous les 15 jours, justement, on essaye de voir département par département les situations de nos acteurs culturels pour essayer soit déjà de leur trouver des solutions, parce qu'il en existe quand même, et demain, comment envisager des changements de modèle qui vont être pour eux peut-être indispensables. Donc, on est dans la tentative de bilan, vous voyez, par rapport à ces mesures d'urgence qu'on a déjà essayé d'inscrire dans la reprise, mais dont on a besoin de réévaluer, y compris avec les acteurs, pour pouvoir à nouveau en déployer de nouveau et au plus proche des besoins. La gouvernance, elle est au cœur de tout ça. Si on a une gouvernance efficace là, qu'on arrive à trouver là, à partir de la rentrée, je pense que ce qu'on arrivera à déployer sera plus efficace. Le deuxième axe, donc voilà, c'est que des pistes, bien sûr, on reviendra sur vos questions quant au soutien qu'on peut apporter aux acteurs culturels. C'est la mobilisation des publics. Alors ça, c'est très
structurelle, je pense, comme problématique, que la crise a encore révélée, parce que, voilà, sans public, en effet, comment trouver ce désir et cette créativité, et puis c'est une condition nécessaire de l'économie culturelle. Donc là, je dirais qu'on a, nous en tout cas dans notre réflexion, 2 entrées. La première, elle est directement en lien avec l'accompagnement, la médiation. Jusqu'à présent, on était plutôt un soutien de structures qui étaient dans la médiation. Je pense qu'on va aller plus loin sur ce mandat. On va essayer d'identifier des publics cibles et territoire par territoire, essayer de trouver les meilleures solutions pour pouvoir trouver, alors soit de nouveaux publics, soit retrouver ceux qui ne venaient plus, parce que cette reprise timide justement, mais à la fois on vient de tirer le constat qu'on n'a pas de vision précise du public de la culture en région Occitanie. Nous n'avons pas cette vision. Donc il faut qu'on travaille sur un diagnostic pour pouvoir aller plus loin dans les publics cibles et surtout cette médiation, l'émancipation individuelle et collective, c'est aller chercher des publics qui ne sont pas aujourd'hui dans nos salles, dans nos lieux culturels. Donc il faut bien qu'on arrive à renouveler et à penser public systématiquement dans tout ce que nous allons déployer au niveau culturel. La deuxième entrée, c'est l'entrée territoriale. Et là aussi, je rebondis sur ce que tu disais précédemment. On veut arriver à travailler cette durabilité. Nos acteurs culturels, ils sont ancrés dans des territoires. Les territoires sont souvent prêts à déployer des outils d'accompagnement, mais avec d'autres collectivités. C'est compliqué pour eux de porter en propre peut-être tout cela. Donc on a déjà des soutiens, nous, en région, sur les lieux structurants. Il y a déjà beaucoup de lieux de diffusion qui sont très intéressants, avec des projets artistiques formidables, mais le constat qu'on tire, c'est encore une inégalité d'accès. Clairement, une inégalité d'accès. Je vous ai parlé de notre contexte rural. Voilà, c'est encore... on est trop loin. On est trop loin. Donc, on voudrait arriver à labelliser des relais culturels, mais tout ça en réflexion avec un maillage qui est déjà existant. L'idée n'est pas du tout de remplacer un maillage qui existe, qui fonctionne bien, mais au contraire de le décupler, d'en faire bénéficier le reste du territoire et d'organiser de nouveaux partenariats ou de soutenir des initiatives propres de territoire, parfois portées par des compagnies, parfois portées par des collectivités, parfois portées par une association qui a envie de faire les choses différemment dans son territoire parce que ça n'existe pas. Et on a besoin, toujours pareil, des intercommunalités et des communes pour pouvoir penser ces relais culturels et ce maillage. Le département est une échelle intéressante, mais pas suffisante. On doit aller au plus proche de nos concitoyens. Donc l'intercommunalité, en plus, elle a souvent des compétences autour des mobilités. Et penser la culture, c'est forcément, quand on pense maillage, c'est aussi mobilité. Donc comment on peut organiser mobilité, tarification, offre, bien sûr qu'il faut l'offre, mais c'est comment organiser les services pour pouvoir bénéficier de cette offre. Donc voilà aujourd'hui les réflexions que nous avons, soutien bien sûr aux acteurs culturels, mobilisation des publics, concentrer notre réflexion sur les publics et nos territoires dans leur diversité. Et je voudrais conclure par 2 choses auxquelles je suis très attachée, auxquelles on est très attaché en région. On va voir comment on l'organise et je terminerai par ça. Le premier aspect, c'est que quand on parle culture, moi je tiens beaucoup au fait qu'il faut aussi intégrer la culture scientifique. La culture scientifique fait partie de la culture. On est dans une crise sanitaire où on a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, où la rationalité parfois s'éloigne d'un certain nombre de nos concitoyens. Moi, je pense qu'on a besoin de mettre dans tous nos projets, là, voilà, moi, dans ma commune, j'ai une petite commune, je vis dans une petite commune, il y a 13 000 habitants, je croise plein d'artistes.
mais je ne croise pas d'ingénieurs. Je suis peut-être éloignée aussi. Hein, il n'y a pas d'aéronautique chez moi. Hein. Il y en a en Occitanie, mais il n'y en a pas chez moi. Enfin voilà, c'est la culture scientifique. Je pense qu'elle doit être une partie de tous nos projets quand on parle culture. Et la deuxième chose, et là je m'adresse à l'éducation nationale, et notre présidente Carole, qui a pris la présidente de l'Association des régions de France, porte aussi bien sûr cette proposition, c'est qu'au sein du temps scolaire, nous avons besoin d'avoir un temps culture, au-delà de l'éducation artistique, musicale, qui est fléchée, mais qui est souvent le parent pauvre du programme de nos jeunes, qu'en lien avec nos territoires, il y ait l'obligation, un nombre d'heures plus important et en partenariat avec les collectivités, que la culture de tous nos territoires, qui existe, qui est forte, qui est pleine de pépites, eh bien, l'éducation nationale, elle n'est pas le choix, et qu'elle doivent absolument donner cette opportunité à nos jeunes de découvrir, et que ça soit surtout la pérennisation de notre public de demain, parce que c'est eux notre avenir. Merci. Merci beaucoup, Claire. On a compris qu'en Occitanie, on l'avait vu avec la présidente, mais on le voit avec les vice-présidents, en fait, c'est l'enthousiasme, votre drogue, qui fonctionne bien, c'est ça, hein? Et la chocolatine. Et dans le pain au chocolat. Voilà. On a eu un débat tout à l'heure, ça a failli mal tourner. Jacques, je te laisse la parole. Oui, merci. Tout d'abord, une petite précision. Newsstand Culture est un média d'information sur la culture, qui consiste à donner tous les jours des news sur l'économie, la politique, les aspects sociaux de la vie culturelle. C'est ça notre rôle. Nous sommes totalement indépendants. Nous n'avons ni subvention ni publicité. Nous ne sommes pas adossés à un grand groupe financier ou capitaliste. Et c'est pourquoi j'ai d'ailleurs accepté de rejoindre avec plaisir l'équipe de Newsstand Culture quand on me l'a proposé. Voilà la petite précision de départ. Alors, tout d'abord, quand on parle de relance, il faut quand même effectivement bien avoir en tête, et nous l'avons tous en tête, que je dirais que l'urgence actuelle encore pour beaucoup de structures culturelles, pour beaucoup d'artistes, pour beaucoup d'auteurs, c'est la survie. C'est l'incertitude, c'est l'inquiétude, c'est les grandes difficultés. La crise sanitaire a frappé extraordinairement durement un certain nombre de personnes, un certain nombre de structures, et je crois qu'il faut vraiment toujours avoir en esprit que la relance, oui, mais la relance, c'est très souvent comment sortir encore de l'ornière dans laquelle on se trouve, comment arriver à pérenniser des structures qui ont été profondément menacées. Alors, ce qui justement est intéressant, c'est que du coup, il y a évidemment ce souhait, cette envie de revenir comme avant, fonctionner, revenir, pouvoir encore produire des spectacles, les accueillir, pouvoir lancer des projets d'éducation artistique et culturelle, il y a tout ça. La question qui se pose, qui est posée par beaucoup d'acteurs de la vie culturelle, c'est est-ce qu'il faut continuer comme avant? Et ce qui est intéressant avec ce que Newsstand Culture a fait, c'est que précisément à cause de la crise, on a voulu donner la parole sur le thème après Covid à un certain nombre de directeurs d'institutions, de metteurs en scène, de réalisateurs, qui nous disent comment est-ce qu'ils pensent l'après-Covid. Et d'ailleurs, au Festival d'Avignon, on avait organisé en partenariat avec le Festival d'Avignon 2 jours de colloque sur le thème « Quel spectacle vivant en 2050 ?» Quel spectacle vivant en 2050 ? Ce qui fait qu'on a finalement donné la parole aux uns et aux autres pour qu'ils réfléchissent sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et alors, il y a 2 éléments qui apparaissent très forts dans les réflexions. Je ne dis pas que c'est les actions, je ne dis pas qu'on a basculé dans un autre monde, bien évidemment non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a écouté des acteurs qui viennent nous dire qu'il faut remettre en cause le mode de production et de diffusion actuel. C'est-à-dire qu'il faut peut-être produire moins, mais mieux et plus. Mais mieux, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être sortir d'une certaine frénésie de la création, d'un certain embouteillage de la création, d'une certaine façon d'avoir toujours plus de création, toujours plus de spectacles, en raccourcissant de plus le nombre de représentations. Donc il y a cette idée qu'il faut peut-être produire autrement, qu'il faut peut-être aussi pouvoir mieux accueillir les artistes, les compagnies, les structures, sur des durées plus longues,
avec la possibilité de donner d'autres rapports de relations entre ces structures et les publics, qui pourront ainsi mieux prendre en compte les projets artistiques. Ça, c'est vraiment une réflexion qu'on a vu surgir sur cette façon de est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause vraiment la façon dont on a fonctionné jusqu'ici. Et puis, il y a un deuxième élément qui est apparu, qui est l'introduction du paradigme écologique. Véritablement, il y a une réflexion et quelquefois des initiatives très intéressantes qui se développent de plus en plus. Je ne dis pas que c'est devenu la majorité, hein, mais incontestablement, le paradigme écologique est entré dans la problématique des acteurs de la vie culturelle. Et pas seulement n'est-ce pas, les ampoules basse consommation, les bouteilles en verre à la place des bouteilles en plastique, les toilettes sèches, tout ça c'est très bien, mais c'est vraiment aussi réflexion sur la mobilité des artistes et du public, sur les rapports art sciences, sur le mode de production, sur les éco-constructions de bâtiments culturels, il y a tout cela. Ça, c'est vraiment une réflexion qui est en cours, et je trouve que là, il y a le terreau d'un changement assez considérable. Et de même, et là je vais un peu plus loin, il y a aussi une réflexion sur quelle démocratie participative on veut vraiment introduire dans le secteur culturel. Comment est-ce qu'on fait que les droits culturels qui sont reconnus soient davantage mis en pratique. Il y a aussi cette idée qu'il faut peut-être, sans remettre en cause le rôle des institutions culturelles, qui est tout à fait indispensable, c'est comment malgré tout donner plus de place à l'émergence, donner plus de place aux tiers acteurs culturels qui n'en ont peut-être pas eu assez jusqu'ici. Ce sont toutes sortes de ces réflexions-là que l'on voit surgir. Et je le dis ici parce que, au fond, quel est le rôle d'un parti politique? C'est d'écouter cela, d'accompagner cette réflexion, et puis à terme, de traduire cela en nouvelles orientations de politique culturelle. Et il me semble que d'une certaine façon, on arrive un peu à la fin d'un certain cycle de la politique culturelle, où il y a une certaine façon de remettre en cause le productivisme culturel. Il y a un certain productivisme culturel dont il me semble que petit à petit, les acteurs sont en train de constater les limites. Et donc, on est en train peut-être de sortir de cela, et on est peut-être à la veille d'une très profonde mutation qu'il faut savoir prendre en compte, malgré, encore une fois, tout ce qui a été dit, qui est très intéressant, que je partage tout à fait, mais qui me paraît vraiment quelque chose de tout à fait décisif. Nous sommes encore loin du compte, hein, bien évidemment. Ce sont des réflexions. Est-ce que petit à petit, après, les urgences, la vie quotidienne, le souhait de pouvoir relancer la machine va balayer toutes ces réflexions? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les éléments de réflexion sont là pour que ces changements arrivent. Et je crois véritablement que si on arrive à prendre en compte effectivement cette remise en cause du productivisme, alors quand je parle de remise en cause du productivisme culturel, ça ne veut pas dire qu'il faut s'engager dans un processus de décroissance culturelle. Absolument pas. D'ailleurs, parce que certains parlent de surproduction. Il n'y a pas de surproduction dans la vie culturelle. Il n'y a pas de surproduction dans le spectacle vivant. Pour une raison très simple, c'est que le public a encore un accès limité à la culture et aux œuvres. Donc il n'y a pas de surproduction. Par contre, il y a des endroits d'engorgement, il y a quelquefois aussi des bulles artificielles, et c'est cela qu'il faut savoir traiter. Hein, voilà. Bon, ça c'est la première chose que je voulais dire. Et puis, deuxième élément, effectivement, je voulais dire quelque chose sur les industries culturelles et créatives, sur la communication, sur l'audiovisuel. Parce que le cinéma, l'audiovisuel, la communication, c'est aussi quelle relance dans ce domaine-là, quelle relance de la culture et de l'art dans ces secteurs décisifs. Et je voudrais dire la chose suivante, c'est que pendant la crise sanitaire, pendant la pandémie, pendant la relance, les affaires ont continué. Les affaires continuent. Au niveau international et au niveau national. 4 faits que je vous cite, comme ça, pour un peu élargir notre réflexion. Warner et Discovery ont fusionné. 400 millions d'abonnés. Amazon a racheté un studio MGM pour 8,45 milliards de dollars. 8,45 milliards de dollars, ça fait plus de 2 fois le budget du ministère de la Culture, pour rigoler. Hein, vous voyez et Amazon, aujourd'hui, Netflix n'est plus tout seul. Il y a Amazon et Netflix. Hein. Bon, voilà. Le monde, il évolue à toute allure, mais à toute allure. Et dans le domaine, et en France, Vivendi s'est séparé d'Universal. Vivendi a racheté Europe 1. Et puis, il y a un phénomène tout à fait considérable qui s'est passé au mois de juillet, qui a fait l'objet d'un accord. C'est le rachat
par TF1 de M6, avec l'accord de RTL Group et du groupe Bertelsmann. Mais les conséquences peuvent être absolument considérables pour le cinéma, pour la production, la création, la diffusion cinématographique et audiovisuelle. Alors évidemment, ceci doit encore être avalisé par les CSA et l'autorité de la concurrence, mais enfin c'est là. D'ailleurs, quelle a été la position du gouvernement actuel sur cela? Je ne l'ai pas vraiment beaucoup entendu. Mais je vous dis la chose suivante, puisqu'on a parlé de 2023 tout à l'heure. En 2023, nous serons donc revenus aux affaires, puisque nous allons gagner l'élection présidentielle, que la gauche aura un programme d'enfer et qu'elle sera unie. En 2023, il y a un élément tout à fait intéressant qui va se passer. C'est qu'en 2023, l'affectation des fréquences actuelles des différentes chaînes vient à échéance. Donc, il y a un renouvellement des fréquences qui va intervenir en 2023. Donc, remise en concurrence pour TF1 et M6 aussi. Puisqu'on sera au pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous voyez que ce que je veux dire simplement, c'est que véritablement, ça, c'est très important aussi dans le cadre de la relance, et que je ne sais pas si le PS a vraiment relancé la réflexion, mais il y a un problème de réflexion. Quelle est la politique qu'on veut mener dans ce domaine? Et bien entendu, on parlait du service public tout à l'heure. Le service public de la culture, c'est le secteur public de la culture, le secteur subventionné, mais c'est aussi le rôle de l'État dans la vie culturelle, c'est-à-dire son rôle de régulateur. Bon. Et par rapport à ça, dans le domaine des industries culturelles et créatives, il a un rôle de régulateur. Et au titre, notamment, par exemple, il y a une mission d'intérêt général qui est la défense de la diversité culturelle. Et par rapport à ce que je viens de dire, lorsque TF1 et M6 auront fusionné, se sont regroupés, ça fera 75% du marché publicitaire. Donc potentiellement, c'est une menace quand même sur la diversité culturelle. Mais d'un autre côté, et par rapport aussi à tout ce que je viens de dire, il se trouve qu'il est aussi important d'avoir des acteurs puissants dans le contexte actuel. Le service public puissant et aussi un service privé puissant, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Et donc, quelque part, je me dis qu'un certain éparpillement des acteurs, des producteurs, des diffuseurs peut aussi nuire d'une certaine façon à la diversité culturelle. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande complexité. Il y a une très grande complexité de tout cela et qu'il faut non pas introduire de la simplicité, parce que la simplicité conduit au simplisme, mais il faut introduire de la clarté. Et la véritable question, c'est quelle est la politique que l'on peut mener par rapport à toutes ces grandes mutations que nous voyons en ce moment, qui sont considérables, qui vont à toute allure et qui vont encore s'accroître. Et donc, véritablement, on est au cœur aussi de cette réflexion sur la relance, parce que c'est quand même l'avenir de la culture qui se joue à travers tous ces grands changements capitalistiques et financiers qu'on enregistre en ce moment. Et en parlant de ça, je crois que je rejoins aussi toutes les réflexions qui ont été menées préalablement, parce qu'il y a le global et il y a le local, et il y a les industries culturelles, il y a le spectacle vivant, il y a les arts plastiques, il y a le patrimoine, il y a les musées, tout ça, ça fait un seul tout. Et nous sommes tous au cœur de ça. C'est ce qui est absolument passionnant, d'ailleurs, dans le monde que l'on connaît actuellement. C'est qu'il y a toutes ces mutations qui remettent en cause nos certitudes, et en même temps, à nous de réaffirmer nos valeurs, nos principes, parce que nous sommes de gauche et parce que nous voulons faire en sorte véritablement que les principes de justice, de démocratie, de liberté finissent par l'emporter dans le domaine culturel. Voilà. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Un peu pour te répondre et te répondre en toute franchise, je pense qu'effectivement, c'était très important qu'on puisse conclure sur cette question de l'industrie culturelle et de la question économique. Parce que, oui, clairement, sur les questions des territoires et des politiques publiques ancrées, le Parti socialiste a des choses à dire, il a des expériences à faire valoir, il a des élus, il a des politiques publiques. Sur la question des institutions culturelles, des labels, sur la problématique de l'enseignement artistique, de l'éducation, ou sur les questions de démocratisation, sur les problématiques de politique publique, au fond, traditionnelle, on a globalement fait, et vous l'avez vu à travers le programme, il y a des engagements. Mais je pense que nous avons, on peut se le dire, un secteur dans lequel on a vraiment à se mettre à discuter sérieusement, parce que c'est au fond un secteur structurel pour deux raisons. D'abord parce qu'il est massivement puissant du point de vue financier, et que finalement, c'est aussi, il touche à un très grand nombre par le divertissement de public. Et donc, n'abandonnons pas les combats que nous menons sur la démocratisation, sur la démocratie culturelle, sur la diversité, sur l'exigence
dans ce secteur-là, sinon on n'aura effectivement pas répondu en réalité à la totalité des choses. Donc moi, je prends ta proposition pour une invitation à ce que nous nous mettions en branle aussi sur ces questions d'industrie, de communication, d'audiovisuel, de cinéma, de publicité, parce que ce ne sont pas des sujets complètement anodins. J'ai des demandes de parole, alors je vais vous les donner. Clément, peut-être si tu voudras dire un mot aussi, n'hésite pas. Alors, je vous laisse mon micro, vous les suivez. Comment on fait ? J'ai pris plein de notes. Pardon. Voilà, j'ai pris plein de notes. Pour des raisons physiques, je vais m'asseoir. Voilà, juste pour vous dire, je m'appelle José Munoz. Je suis un militant culturel depuis quelques années. Karine et Jacques me connaissent bien. Par contre, je voulais dire que le plateau était magnifique et ce que j'ai entendu, notamment au niveau de décentralisation et syndicale, est fondamental. Juste pour le syndicat, je me suis battu depuis longtemps au sein du secrétariat national culture pour qu'il y ait des budgets pluriannuels qui soient acceptés par l'État, par la région, par les départements, par les villes. Parce que c'est vrai que quand on est dans la culture, un programme d'1 an, quand on prépare des programmes de 3 à 4 ans, parce qu'il faut avoir les interlocuteurs qu'il faut, me paraît essentiel. Et c'est le sérieux aussi des opérateurs culturels de présenter aux collectivités publiques des budgets pluriannuels. D'abord, ça permet de ne pas se reposer la question chaque année sur le budget. Et puis, ça permet aussi aux politiques de prendre des responsabilités par rapport au budget culturel. Voilà, donc moi j'ai été le rapporteur d'une petite équipe qui a travaillé pour le programme culturel de la ville de Paris, auprès de Bertrand. Nous l'avons présenté au Cabaret Sauvage. Cabaret Sauvage, c'est 1200 personnes de jauge, et nous étions à peu près 1800. On se faisait tirer les oreilles, évidemment, parce que les pompiers, tout ça, nous disaient c'est pas possible. C'est la culture. La culture, c'est vrai, à Paris, elle est déterminante aussi. Je voudrais dire que voilà, toute ma vie a été faite. On n'a pas parlé d'art, Karine. Bon, j'aurais des choses à dire, ayant été 10 ans directeur de la Galerie Mag à Barcelone, donc défendant des artistes comme Miro, etc. Mais ce que je voulais vous dire, c'est, on est en université, c'est de vous donner quelques chiffres. Je suis économiquement persuadé que notre candidat ou candidate future, si elle lance dans son projet que désormais 2%, et non pas 1%, sur la mandature, pourrait être affecté au budget de la culture, cela permettrait des choses extraordinaires qui nous resitueraient dans l'exception culturelle internationale qui est, moi qui ai bourlingué un peu pendant 15 ans autour du monde, et notamment après en Méditerranée, quelque chose qui est une référence partout où l'on va. On parle d'abord de la culture en France, de la protection unique qu'il y a dans le monde culturel. Il faut pas baisser les bras. Et je compte sur le SINDEAC notamment pour le faire. Je vais vous donner quelques chiffres parce qu'on est en université. 2%, bien sûr, c'est une volonté politique. Jacques Renard, qui a fait partie du cabinet de Lang, sait pertinemment que la volonté politique, c'est quand même déterminant pour réaliser des choses dans le domaine notamment culturel. Et Jacques a été un porteur là-dessus. Moi, j'ai été avec Jean-Paul Ciré, qui est ici, le créateur, avec Claude Mollard surtout, le créateur d'ABCD, qui a ensuite, et pendant la création d'ABCD, Société d'ingénierie culturelle, permis de créer la première école, l'Institution supérieure des managements culturels, qui a fait des petits après à Dauphine, à HEC, à ESSEC, au Louvre. Et puis,
les 2%, je reviens dessus, c'est quelque chose qui n'est pas, et je voudrais vraiment que vous notiez ces chiffres. 2% du budget de la culture, l'argument, c'est la France fait en 2021, ce sera comme ça, à peu près, un peu plus de 2200 milliards de PIB. 12%, tenez-vous bien, 12% proviennent de la culture, des industries culturelles et touristiques, qui est un peu le bras armé de la culture. Sans culture, il n'y aurait pas de tourisme, il y aurait peu de patrimoine. Hein. Et donc, c'est 2000, que je ne me trompe pas, voilà, ces 12% font 264 milliards d'euros de PIB culturel, c'est-à-dire plus que l'industrie automobile. Et ça a été confirmé, nous on le savait, nous les cultureux. Voilà, alors je vais juste terminer sur le budget pour que vous ayez l'argumentation. Donc 12% de toute la culture, représentée par à peu près 3% en ce qui concerne tous les effets culturels, les entrées, les tickets, etc. Vous avez à peu près 6 milliards qui concernent le tourisme et 3 milliards qui concernent les industries culturelles. Voilà, ça c'est la réalité qui a été confirmée par Bercy il y a 3 ans. En compensation sur les 2%, ça ferait 7 milliards d'euros. Sur les 7 milliards d'euros, le budget culturel est divisé en deux. Il y a une partie communication et puis une partie purement culture, patrimoine. Bon, vous voyez que cette possibilité entre 264 milliards et juste 7 milliards d'euros sur 5 ans, c'est quand même quelque chose de faisable. Moi, je pense qu'on peut... Voilà ta question. L'attractivité permet justement de passer à 2%. Question-réponse. On Merci. applaudit José quand même. Et on ne... Alors, peut-être une autre question, parce que vous n'allez pas... Oui, bonjour, bravo pour vos interventions, très intéressantes, merci. Et je voulais prendre la suite sur le rôle régulateur de l'État. J'ai eu le plaisir de travailler pour le ministère de la Culture, mener une étude qui était notamment sur les festivals et qui avait pour objectif de savoir quelles sont les organisations, les festivals notamment, sur lesquels l'État devait intervenir avec le plus d'efficacité, parce qu'ils correspondaient bien à l'objectif culturel de l'État, à savoir la diversité de toutes les cultures, partout en France et pour tous les publics. Bien, je vais faire court. J'ai mené avec une équipe cette étude et on a finalement proposé un outil dans lequel il suffisait, par rapport à n'importe quelle organisation culturelle, de cocher des cases, après analyse bien sûr, de cocher des cases et qui vous disait est-ce que cette manifestation a une bonne raison d'être et il faut qu'on la soutienne, ou alors c'est quelque chose qui n'a pas besoin de l'intervention de l'État. Par exemple, les grandes vedettes internationales, on sait que l'État n'a pas besoin d'intervenir là-dessus, ça fonctionne tout seul. Bien, ministère de la Culture, très content. Il m'a dit maintenant, il faut aller présenter ça à toutes les directions de la culture. Bon, ce que nous avons fait. Et là, patatras, j'ai été regardé avec beaucoup de gentillesse. On m'a dit merci monsieur Kaila. Ça veut dire que derrière ça, en fait, il y a des choix qui ne sont pas rationnels, mais qui sont plutôt par des accointances, des choix. On sait très très bien qui mettent dans ce festival. On va au festival parce que je connais très très bien son directeur. Parce que et donc on arrive finalement à des choses qui ne sont pas rationnelles et qui sont liées à des relations de personnes, voire des conflits d'intérêts. À toutes les directions. De la culture, non, du ministère de la Culture. Oui, non, des directions au niveau du ministère. Central. En centrale. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait du spécial copinage dans toute la lignée qui menait à aider ou non des manifestations culturelles. Alors, moi, ça m'a beaucoup gêné, parce que j'avais un bel outil,
Et en fait, on m'a renvoyé au plot. Alors, je voulais savoir si maintenant ça existe toujours, ou est-ce qu'on peut faire quelque chose qui mettrait de la rationalité là-dedans, et pas simplement du spécial copinage, voire des conflits d'intérêts. Merci. Il faudra un ministre de la Culture qui n'ait pas de copains. D'autres questions alors? On va répondre aux questions après, allez-y. C'est extrêmement pratique. Alors, on n'a jamais gagné une élection sur les questions culturelles. Hein. Il faut qu'on ait les pieds sur terre. Et pourtant, la culture est essentielle. Et si elle est essentielle, je crois qu'elle devrait quand même être dans notre projet. On ne peut pas parler de relance et présenter un projet dans l'état actuel où il est, où il n'y a pas un mot sur la culture. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on puisse en faire un chapitre à part parce que ça ne fait pas partie des 8 thèmes prioritaires des Français, ça ne fait pas partie des 20 thèmes prioritaires des Français, mais je pense que dans chacun des 7 chapitres, on pourrait intervenir à propos sur l'emploi, c'est évident, et l'économie, sur l'éducation nationale, c'est évident, vous l'avez dit, sur les politiques industrielles et autres et internationales, on l'a dit aussi, sur la République et la démocratisation de la démocratie. Tous les thèmes que vous venez d'aborder, ils peuvent s'insérer dans les chapitres actuels du programme. Et je pense qu'en termes pratiques, il faudrait que, puisque ces ateliers sont dédiés à notre projet, nous prenions la résolution de travailler rapidement pour que dans la version qui sera présentée, ça apparaisse. Parce qu'aujourd'hui, si ça sort comme ça, on va en prendre plein la figure. Oui, alors juste pour répondre, il y a des corrections qui ont été envoyées pour justement essayer de pallier au manque flagrant de culture dans le projet, mais qui n'a pas encore été intégré. Donc il va y avoir d'abord une version 2 et ensuite je pense quand même qu'il faudra une version 3 et qu'il faudra qu'on se mette au travail pour densifier tout ça. Mais voilà, c'est pour le moment, c'était... Juste un mot, parce qu'effectivement, on ne parle peut-être pas tous des mêmes documents, mais dans le document La République émancipatrice, il y a quand même quelques mots sur la culture. Et qui n'est pas été repris. Non, mais pour rassurer nos collègues, camarades qui s'interrogent sur les questions. Dans le document, le secrétariat national à la culture a bossé. On a envoyé dans la République émancipatrice à l'assaut des inégalités. Il y a 2 pages sur la culture. Il y a 2 pages sur la culture. Et je ne dis pas qu'elle est complète. Je pense justement, et c'est pour ça que je faisais cette remarque à Jacques, c'est que toute la dimension dont il parlait, audiovisuel, économie, etc., n'y est pas. Il y a tous les enjeux autour de l'éducation artistique, de la question de la culture dans les territoires, et il y a plein de propositions aussi sur la participation des jeunes dans la culture. Donc il y a des choses, mais effectivement, elles ne sont pas dans le texte. Mais il y a des documents, et je pense qu'il y a encore à creuser, effectivement. Ça va servir à ça. Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Moi, je voulais intervenir sur 2 choses. Je suis professeure d'histoire de l'art en lycée, avec la spécialité histoire de l'art en terminale. Donc maintenant, ils ont 6 heures par semaine. Et sur l'Académie de Lyon, donc je suis sur Lyon, il y a 3 lycées pour le rectorat de Lyon qui enseignent cette spécialité-là. Je pense qu'il serait important, effectivement, qu'on fasse en sorte de développer l'association entre le monde artistique et le monde de l'éducation nationale, et qu'on le commence avant les classes de première, parce que ça commence un peu tard. Deuxième chose, j'ai un fils qui sort d'une formation de son, donc qui a cherché du travail dans le contexte Covid. On lui a proposé du boulot dans un gros studio d'enregistrement de Lyon, dans lequel on lui avait dit, avant Covid, pas de problème, on te salarie. Et puis, au mois de mars, on lui a dit, OK, on te prend, mais tu te crées un statut d'auto-entrepreneur. Et on te payera en fonction du nombre d'heures. Il y a tout un tas de copains, parce que dans son école, ils n'étaient pas canson, il y avait du graphisme, etc. Ils sont tous dans la même logique. Je pense que là-dessus, il va falloir absolument qu'on dise qu'il faut qu'on consolide la situation des jeunes qui rentrent dans le monde de l'industrie de la culture. Merci, c'est un vrai sujet. Alors, la question suivante. Peut-être après, vous ferez des réponses collectives. Bonjour à tous. Alors moi, je suis un consommateur plutôt qu'autre chose qui, comme vous, soit des directeurs, des responsables,
hautes personnes placées dans la culture. Donc moi, je suis de l'autre côté. J'aime bien la culture. Donc la culture, pour moi, elle est importante. Politiquement, je l'ai toujours vu, c'est la dernière roue de la charrue dans tout parti politique. Et pour être plus terre à terre, les questions terre à terre que techniques que vous avez tous, moi, je bute toujours sur le prix d'un spectacle en consommateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? 10 €, un cinéma, c'est abordable. 20, 30 €, 40 € un théâtre, ça devient à réfléchir. Un concert, 50, 60, 70, 80, 90, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la valeur d'un spectacle réellement pour le consommateur ? En plus, aujourd'hui, plus il y a de précarité, moins il y aura de spectateurs. Donc, moins de spectateurs, moins vous pourrez vivre, vous. Et il y a une précarité générale. Dans les foyers, on s'équipe de télévision, de médias et tout, avec des super écrans, genre comme ça, quitte à ne pas aller au spectacle. Et ça fait un beau spectacle dans un salon. Et on évite d'aller chez vous. Avec 600 €, un beau téléviseur, ça fait l'affaire. Et on a un spectacle à vie à domicile. Et j'en reviens donc, quel est le prix d'un vrai spectacle pour un spectateur et quelqu'un qui vit moyennement ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on fait peut-être... Oui, madame, et puis après, on fait un premier jet de réponse collective. Oui, moi, je voulais dire 2 mots sur Hachette. Hachette, l'ancienne pieuvre verte qui est passée à la Gardère. La Gardère s'en est pas tellement occupée, mais maintenant, ça risque de tomber dans l'escarcelle de Bolloré. Alors, quand on pense quand même qu'il y a... Mettez le micro là. Pardon. J'ai le chic pour ça. Oui, alors quand on pense que... les classiques, c'est quand même les jeux éducatifs, le scolaire, l'universitaire. Enfin, il y a tout ce secteur des classiques qui est très important. Et quand on voit Bolloré, ce qu'il peut vouloir faire de la télévision et des médias, on a un peu peur de ce qui peut se passer justement à ce niveau-là. Parce qu'on sait que chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, il peut y avoir un changement de programme. Donc le pilon, il fonctionne pas mal. Il peut même fonctionner des fois pour un paragraphe ou une virgule. On sait très bien ça. Mais là, vraiment, j'aimerais bien avoir votre avis et savoir si l'État, il est impuissant, parce que c'est quand même un secteur privé. Voilà. Comme on a dépassé, je prends plus de questions. Merci à tous. Des réponses organisées suivant ce que vous voulez, secteur. Vite fait, sur la question des 2%, je suis d'accord avec toi. Il faut aujourd'hui, si on veut répondre à nos ambitions, il va falloir peut-être pas 2%, 1,8, ça ira. Mais s'il faut aujourd'hui en effet être à la hauteur de nos ambitions, il faut à nouveau avoir un mouvement comme il y a eu dans les années 80. Il y a un vrai changement qui arrive aujourd'hui, qui intervient. Il va vraiment falloir l'accompagner, en tout cas, si on ne veut pas en effet être dépassé par tout le monde. Sur la question du prix des places, mais un billet moyen dans les scènes aidé par la force publique, qu'elle soit territoriale ou nationale, un billet moyen dans nos maisons, c'est entre 8 et 12 €. Le prix vraiment dans les scènes nationales, dans les CDN, on est grosso modo dans ces montants-là. S'il fallait vraiment payer le spectacle tel qu'il coûte, on ne calcule pas, ça nous ferait peur. Nous, on a par exemple en recette propre, c'est-à-dire en recette de billetterie, par rapport à notre budget général, on est aux alentours de 20% de recettes propres. Donc s'il fallait que les 80 autres % soient payés par les usagers, je ne sais même pas combien coûterait le spectacle. D'ailleurs, on n'en parle pas de ça. Et alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est vrai que ce que tu disais sur la question du copinage, moi j'appelle pas ça comme ça, mais il y a la question de l'évaluation qui est hyper importante, parce que quand on parlait tout à l'heure de comment on va redistribuer les choses, comment on va regarder les financements et comment ils sont repartis, s'il n'y a pas derrière une force d'évaluation forte, du coup ça fonctionnera pas. On voit bien, nous, comment on est dans nos régions. On a un rapport aux politiques assez direct. Et c'est vrai que, du coup, ça se passe plutôt bien. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir un système d'évaluation qui serait un peu plus clair, en tout cas un peu plus transparent ?
vous, les uns les autres. Je sais pas qui Oui, veut. Jacques. un mot pour rebondir sur ce qui a été dit sur l'introduction de la culture dans l'ensemble des autres secteurs de la vie économique et sociale. Je pense que la véritable politique culturelle à mener aujourd'hui, bien entendu, il faut défendre le secteur culturel avec tout ce qui a été dit, l'exception culturelle aussi, etc., etc. Mais la véritable politique culturelle à mener maintenant, me semble-t-il, moi, c'est de donner une dimension culturelle à l'ensemble des autres politiques publiques. C'est l'écologie, l'éducation, la sécurité, les affaires étrangères, l'emploi, tout. Je pense que... Et là, à ce moment-là, on va vers les 2%, effectivement. Je crois que c'est vraiment ça l'axe majeur des choses. Juste un mot sur la billetterie. Effectivement, il y a une vraie différence quand même entre le secteur public et le secteur privé. Ceci étant, la question de la billetterie est extrêmement complexe. Vous savez, quelquefois, un jeune n'irait pas à un spectacle parce que c'est 10 € dans une place de théâtre, mais il ira payer 70 € pour avoir un groupe de rock. C'est assez compliqué, cette question de la billetterie. Et les facteurs inhibiteurs à la fréquentation des spectacles ne se limitent pas au prix du billet. Il y a bien d'autres facteurs inhibiteurs que la question du prix du billet. Enfin, c'est un sujet que l'on connaît bien. C'est un sujet, d'ailleurs, je dis juste parce que le mot-clé, parce que sinon on aurait... Mais le pass culture que les territoires avaient mis en place et qui a été tenté par le ministère ne répond pas aux questions, on s'en rend bien compte. Oh que non. Donc la question tarifaire n'est pas une question qu'on peut isoler d'autres enjeux, y compris tout à l'heure ce que tu disais, Bruno, sur les lieux, les codes et les rituels. Peut-être rebondir sur la grille d'évaluation ou de lecture des festivals, parce que c'est une question... nous, on est une région fusionnée, donc on avait, enfin, en 2016, on a vu 2 régions avec 2... Ah bon, pardon, alors je vais vite. Oui, mais si on veut réguler, si on veut empêcher le rachat de structures associatives qui montent des festivals de grande qualité par des grands groupes, il faut que nous, puissance publique, on puisse réguler et encore subventionner des modèles qui potentiellement n'en auraient pas besoin. Donc il y a aussi cet effort régulateur que nous, collectivités, en tout cas, on veut avoir. Je vous donne un exemple. Post Guitare à Albi, si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est formidable. Dans le Tarn, eh bien voilà, ils veulent être rachetés par Vivendi et ils viennent de créer une SIC pour pouvoir justement rester dans ce statut associatif. Mais ça, c'est un engagement qu'ils n'auraient pas pris sans les collectivités. Et pourtant, voilà, il y a un modèle économique quand même derrière. Hein, donc voilà. Merci à tous, merci aux intervenants, merci à vous, merci à vos questions.